Bienvenue dans ce nouvel épisode de Oh non, l'autofocus ne fonctionne pas. Donc dans cet épisode-ci de Oh non, l'autofocus ne fonctionnait pas, il sera bel et bien question de Bohemian Rhapsody, le film tiré soi-disant de la vie de Freddie Mercury qui en tire une série d'anecdotes plus ou moins amusantes qui vous sont présentées dans un long métrage réalisé par Bryan Singer et Dexter Fletcher. Et déjà, rien que le titre Bohemian Rhapsody, ça vous fait réfléchir à ceci, c'est un titre assez bête, hein. C'est un peu comme si j'arrivais à tirer un film de la vie de Céline Dion, décidait d'intituler ceci My Heart Will Go On. La question se pose, est-il vraiment judicieux de résumer tout ceci à l'un seul de ces titres? Et peut-on simultanément faire un film sur la vie de Freddie Mercury et célébrer la carrière du groupe musical Queen? Vous devez le dire comme ça, sinon Richard Darbois ne sera pas content que vous fassiez une mauvaise imitation de lui. Donc, est-ce qu'on peut simultanément faire les deux? J'aurais tendance à penser non. Que c'est un peu ça mon avis, je ne pense pas que ce soit un extraordinairement bon film, c'est un film assez bête et superficiel sur un sujet qui, on ne s'attendrait en somme pas à ce qu'ils finissent par faire un film pour toute la famille qui célèbre la carrière du groupe Queen. C'est cependant de ça dont il sera question dans cet épisode-ci d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle Critique en Cinémartyr. C'est très dur à faire en fait comme moi. Il doit avoir très mal à la gorge cet homme. Alors, je l'ai déjà dit, mais autant le répéter, mon sentiment personnel autour de ce film, c'est qu'il n'est pas extraordinaire, mais qu'il est bel et bien soutenu à bout de bras par la musique de Queen, car je ne sais pas si vous le savez, mais la musique de Queen est très particulière et très spécifiquement adaptée à l'idée d'être utilisée au cinéma. Pensez à certains films, d'ailleurs, qui ont été tenus à bout de bras par les compositions de ce groupe afin d'en tirer un résultat qui, admettons-le, n'aurait pas été possible simplement avec la qualité du film dont il était question. Je veux dire, vous pourriez mettre de la musique de John Williams sur ce film, il serait absolument ridicule, mais si vous mettez de la musique de Queen, on ne sait pas précisément pourquoi, mais ça fonctionne. Il y a un petit côté excessif à la musique de Queen quand il est question d'être dans Flash Gordon. Et si on y réfléchit posément, n'importe quel type de production cinématographique peut être élevé par la musique de ce groupe si particulier, qui a un son qui l'est tout autant, qui va de ce style rock-opéra qu'ils ont étraîné à des incroyables efforts plus funkés, qui sont soutenus par la basse de John Deacon et l'intégralité, avec encore et toujours cette qualité percussive de Roger Taylor et cette force mélodique très particulière qui est réalisée par le son de Brian May, et le tout magnifié par la voix de l'un des meilleurs chanteurs de rock d'un point de vue technique de l'histoire de cette discipline si particulière. Pensez à Highlander. Highlander, c'est un film particulièrement réussi de Russell Mulcahy, mais il est encore et toujours soulevé quelque part vers un niveau qui lui serait absolument inatteignable par ses propres qualités, par la musique de Queen. C'est un film qui a l'intégralité de son âme qui lui est insufflée par la musique. Un peu comme Flash Gordon. Et quand on y réfléchit posément, je ne sais pas si vous avez jamais vu Deux flics à Chicago ou Running Scared en anglais, c'est un film où on se demande, alors on le regarde, on se dit, mais pourquoi est-ce que ce film anecdotique a visiblement Freddie Mercury sur les backing vocals de sa chanson particulière que c'est la chanson du générique du début. Bref, Queen et le cinéma, cela va très bien. Et c'est quelque chose qu'un domaine particulier d'activité a fort bien compris, car je vais vous en montrer un extrait maintenant, mais... Another one tries a duster. Et oui, c'était totalement un extrait du film, c'est pas juste un morceau de publicité que j'ai tapé ici afin de faire remarquer que le catalogue musical du groupe Queen. Dieu, c'est dur à faire comme voix. Comment il fait pour faire Energy, hit music only toute la journée? Je n'arrive pas à comprendre. Toujours est-il que c'est pour ça qu'il est professionnel, bien entendu. Hein. En fait, c'est que le catalogue... Le catalogue musical... Non, ça ne va pas. Du groupe Queen est toujours et encore plébiscité dans le domaine de la publicité, car c'est un style de musique qui a une qualité très particulière, qui est assez rare dans le domaine de la musique populaire. C'est-à-dire que c'est de la musique qui fait populaire, certes, mais aussi chic, car elle a une qualité que les anglophones appellent une
qualité anthemique, ce qui veut donc dire, d'une certaine manière, que cela sonne un peu comme l'hymne national d'un pays où tout le monde se sentirait fort bien, car comme vous le savez, c'est certain, bah, c'est la musique du groupe Queen. Et l'impression que l'on a avec tout ceci, c'est que ce film, certes, est vaguement intéressé par l'idée de vous donner une vague forme de compréhension des anecdotes que l'on peut tirer de la carrière du groupe Queen afin que vous ayez une étrange, petite, vague compréhension superficielle de la manière dont ils se sont rencontrés, qu'ils ont composé, mais qu'on ne va pas vous montrer comment ils étaient censés travailler, mais bel et bien vous donner une vague impression de comment c'était à travers une représentation qui a la profondeur d'un cartoon, et que donc l'intégralité de tout ceci sert aussi de publicité au fait que la musique de Queen c'est super. D'ailleurs, ils sont actuellement en tournée, parce que même si la plupart des gens qui étaient dans le groupe ne veulent absolument plus jouer dans le groupe, il se trouve que Brian May veut encore faire de l'argent sur la mort de son ami Freddie Mercury, qu'il a trouvé un nouveau gars pour chanter, vous savez, en mode karaoké, les productions qui avaient été réalisées par ce groupe, et que vu que les derniers survivants sont payés de toute manière pour leurs efforts particuliers dans ce domaine, car je ne sais pas si vous le saviez, mais la plupart de leurs productions sont divisées en 4, et qui que soit le compositeur, on va diviser les gains en 4, parce que c'est un peu ainsi, un pour tous et tous pour un, surtout quand mon chéquier en a bien besoin, et des choses de cet ordre-là, que donc voilà, d'une manière on pourrait considérer, et en étant cynique, c'est un peu la manière dont je vois les films. Moi, je vois les films un peu comme ça, c'est un air un peu en biais et un peu cynique, et la manière dont je vois tout ceci, c'est que, oui, quitte à avoir attendu, attendez, il est mort en 91, quitte à avoir attendu 27 ans, ce qui ne nous rajeunit pas, certes, mais quitte à avoir attendu 27 ans pour raconter l'histoire de la vie de Freddie Mercury, peut-être qu'on pourrait attendre que Brian May et Clamsey vont pouvoir raconter son existence à lui et son histoire, et essayer de s'apposer plus sur une idée de, on va rentrer dans la profondeur des choses, ce n'est pas ça, aller de dire comment ça s'est passé, et comment ils se cassaient la gueule, ils s'engueulaient, qu'ils ne pouvaient pas vraiment supporter, mais qu'ils savaient que leur travail était meilleur quand ils étaient à 4 que quand ils étaient en solo, car réfléchissez-y, quelle est la carrière de Brian May en solo? Il n'a pas de carrière en solo, Brian May, mais Freddie Mercury, oui, ils étaient prêts à le payer genre 4 millions de dollars pour qu'il fasse 2 albums qui étaient pas terribles, mais ils avaient à chaque fois un single qui me fait penser que Freddie Mercury savait précisément à quel point il était censé se casser la nanette plumette, et que les autres étaient toujours en train d'essayer de rentrer dans les volutes du Magnificat, etc., etc. Mais donc, mon sentiment à moi, c'est que vous avez des gens, ils sont encore vivants, ils veulent avoir l'air sympathiques face à Freddie Mercury, qui, comme vous le savez, une icône d'un style de vie particulier qui a été d'une certaine manière assez tragique, détruite par ses excès, car je ne sais pas si vous le saviez, maintenant nous allons devoir, après ces incroyables, terribles remarques préliminaires, disons, ce n'est pas ça non plus, nous allons devoir rentrer dans ce que j'appelle personnellement la portion spoilers de la critique, et Somebody, anybody find me somebody to... From Honda. Là, en ce qui me concerne, je pense qu'il y a genre 2 manières de procéder sur un sujet aussi particulier que celui-ci. La première, ce serait de faire l'histoire du gars qui un jour est devenu Freddie Mercury en quittant Zanzibar et qu'ensuite il a été au Royaume-Uni. De l'autre côté, vous avez bien entendu, l'autre approche, celle qui ferait d'ailleurs probablement plus sens dans un domaine comme celui du documentaire, où on essaye de vous expliquer comment ces 4 personnes ont fini par former le groupe Queen, et que ce n'est pas simplement un étrange concours de circonstances qui fait qu'ils sont aussi compétents dans le domaine de la production musicale, tandis que c'est bien entendu cette étrange approche bâtie sur des concours de circonstances qui font qu'ils sont censément aussi bons dans leur domaine d'activité. Donc il y a 2 manières de procéder. La première, c'est celle de parler de Farrokh Bulsara, de comment il est passé de Zanzibar en Tanzanie à un coin pourri du Royaume-Uni, que l'intégralité des choses qui l'entouraient étaient en quelque sorte pas nécessairement des trucs avec lesquels il pouvait se sentir en pleine adéquation, et qu'il a découvert son amour pour le rock and roll, ainsi de musique, je suis certain que cela se prononce ainsi, car j'ai entendu quelqu'un à la radio me dire que ça s'appelait le rock and roll sur 102.2 FM, et que l'intégralité de tout ceci l'a poussé à être genre seul, qui a été dans un pays étranger, qu'il s'est dit je vais apprendre à jouer du piano, et qu'il a appris à jouer du piano, qu'il avait une fort belle voix, et qu'il s'est dit je vais écrire des chansons car je voudrais faire de l'opéra, et que c'était un fan d'opéra, Farrokh Bulsara, et qu'avant de devenir la star du rock and roll, Freddie Mercury, on lui a enlevé 4 dents, et ensuite il chantait encore mieux. C'était extraordinaire, que l'intégralité l'a amené à devenir un peu moins timide que ce qu'il était, d'arriver enfin à trouver cette
personnalité extérieure et magnétique qui fut celle de Freddie Mercury, et qu'ainsi la transition, la transformation, peut-être même cet étrange passage du cocon à la chrysalide et puis au papillon s'est réalisé en quelques années. Et ça, ce serait par exemple l'histoire de Freddie Mercury. Et de l'autre côté, l'histoire de Queen, c'est il y a un mec, il était spécialisé dans l'ingénierie électrique, il s'appelle comment encore, est-ce qu'il s'appelle précisément John Deacon, est-ce que c'est ça, c'est bel et bien John Deacon. De l'autre côté, vous avez Roger Taylor, c'était un type qui voulait devenir dentiste, et Brian May, son papa et lui, ils ont forgé, un peu comme dans un moment à la Conan le Barbare, une guitare spéciale qui s'appelle d'ailleurs la Red Special, qui a un son qui va lui faire les solos qui durent 12 heures. Alors, des solos qui durent 12 heures que Prince était capable de faire sans arriver à créer une propre guitare custom, Brian, hein. Admettons-le, mais toujours est-il que voilà, et que c'est ainsi que ces 3 personnes ont ensuite découvert un petit jeune homme qui était relativement timide, et qu'ensuite ils en ont fait un monstre de scène, et que ce monstre de scène, cela vous donne Freddie Mercury. C'est donc les 2 approches que vous pouvez avoir sur l'histoire de la chose. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce film? Et attention, spoiler, ça c'est un film de Bryan Singer et Dexter Fletcher, donc Bryan Singer, il est actuellement dans la tourmente, car il y a beaucoup de photos de lui sur Internet où il est genre avec des jeunes gens de 14 ans qui portent un t-shirt Superman. Or, vous savez à quel point l'homme est fétichiste de Superman, il suffit de voir Superman Returns, et toujours est-il que voilà, bref, il ne l'a pas fini, c'est un film qui a été terminé par Dexter Fletcher. Ce que vous avez donc, c'est un film qui déjà n'avait pas nécessairement une grosse force derrière son gouvernail pour en faire quelque chose, et qui a donc été sans doute ballotté par les envies des membres survivants du groupe, sauf John Deacon, parce que John Deacon s'est retiré de la vie publique après la mort de Freddie Mercury, car il trouve que c'est une honte totale d'essayer encore et toujours de remplacer Freddie, qu'on ne peut pas remplacer Freddie, et que voilà, Queen c'était une chose extraordinaire qui existe dans le passé, qu'on n'est pas obligé d'en tirer des produits dérivés. Dit-il, d'ailleurs, en étant parfaitement conscient que oui, il y a maintenant une nouvelle série de concerts où Brian May a envie de jouer avec son simili nouveau karaoké Freddie Mercury, que ça, et donc ce que vous avez, hein, c'est l'histoire d'un jeune homme que il travaille à Heathrow, il est bagagiste, donc il y a un tapis roulant, il y a des tapis qui font dérouler des choses, et il y a les bagages qui se ramènent vers lui. Il ressemble un peu à Rami Malek, hein, vous savez, de Until Dawn, parce qu'il a les grands yeux à la Gollum comme ça, et c'est probablement le terrible problème d'un personnage comme Rami Malek, c'est qu'il a genre... Rami Malek, j'ai failli l'appeler Rami Malek, ce qui ne veut absolument rien dire, mais c'est comme ça que je l'avais noté il y a des années pour faire une blague, et maintenant, je ne sais plus faire la différence entre mes blagues et la réalité factuelle du monde du cinéma, c'est terrible, c'est comme ça que donc, le type il est en train de... On fait, ah non, mais enfin, espèce de salpaki, hein, tu pourrais faire attention aux bagages, hein. Je sais pas pourquoi ils ont un accent français, naturellement, vu qu'ils sont racistes, mais, oh, jolly old chap, tu pourrais faire attention aux bagages, salpaki. Elle fait, ah, je vais faire attention aux bagages, hein. Mais je suis pas un salpaki, hein, je suis tout autre chose, hein. Et ainsi, un jour, ça c'est la portion où vous voyez, il était dans l'adversité. Ensuite, un jour, il va écouter un groupe de rock and roll dans un bar de rock and roll. Alors, il sapait tout mignon comme Prince à l'époque For You, etc., parce qu'il faut dire ceci. Rami Malek ressemble un peu plus à Prince dans ma tête qu'il ne ressemble à Freddie Mercury. Alors, je vous avais vraiment besoin de lui mettre la grosse fausse moustache et des choses comme ça pour qu'il ait vaguement l'air de Freddie Mercury. Vous devez lui donner, genre 6 mois de cours de danse. On va appeler ça des cours de danse. Bref, il a regardé beaucoup de vidéos avec Freddie Mercury dessus, il a fait tout ce qu'il pouvait pour l'imiter, mais que on ne peut pas imiter l'âme de quelqu'un, même si on fait des efforts. Et cependant, le type il est genre, ouais, je vais aller écouter un groupe de rock. Et oh, surprise, le groupe de rock, c'est celui de Roger Taylor et Brian May, il s'appelle Smile, probablement que c'était plutôt Smile. Donc ils sont donc, il faut qu'on écoute des chansons, ils sont super bons ce groupe, je vais aller leur dire salut sur le parking parce qu'ils sont en train de fumer un spliff dans un van. Alors les gens ils font, ok les enfants, est-ce que vous avez besoin de chanter? Écoute, ça tombe bien, ça c'est Brian May. Écoute, ça tombe bien, on est un groupe trop cool, et lui, c'est un dentiste, hein, et voilà, on a justement besoin, parce que notre chanteur, il est parti pour faire carrière dans un autre groupe avec un nom improbable qu'il va regretter toute sa vie d'avoir pas été avec nous quand on fera le groupe Queen. Est-ce que tu sais chanter? L'autre fait, la la la! Et les gens sont, mon dieu, j'ai jamais entendu un meilleur chanteur de ma vie, hein, t'es trop doué, hein, il faut absolument que tu viennes dans le groupe Queen, hein. Et l'autre il fait, ok, d'accord, je vais rejoindre le groupe Queen, vous dites. Non, c'est pas comme ça qu'on s'appelle maintenant, mais je vais penser à un nom. Ils font, est-ce que tu sais jouer de la basse? Il fait, non,
Mais j'ai des chansons. Ah, parce qu'à l'époque, ils sont pas trop convaincus par ses capacités. Ils savent pas qu'ils viennent de rencontrer un génie juste avant qu'il rencontre sa petite amie Mary et des choses comme ça. Car l'intégralité, vous voyez, de la carrière de Queen avec la vie de Freddie Mercury tourne autour du fait qu'il était bagagiste et qu'ensuite, en une soirée, il a croisé l'intégralité des gens qui auront une forme d'importance dans sa vie pour les 30 années à venir. Si ça, c'est pas un hasard improbable de scénario de merde. Et donc, l'intégralité vous fait penser à ceci. Ensuite, ils ont genre un petit hit et ils font le tour de l'Angleterre. Ils sont dans le Sussex et Freddie peut enfin acheter une petite bague pour sa petite amie Mary. Il fait, on sera mariés pour la vie, je te mets le doigt à la nuit, c'est pas le bon doigt, je vais te mettre le doigt à la bague et la bague au doigt, la bague au doigt et le doigt à la bague, c'est symbolique, vois-tu, et je suis trop hétérosexuel, alors nous allons faire notre vie ensemble, et tu sais quoi, attends, je vais me relever, alors il fait ploum ploum ploum, et ça fait genre tam 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 tam, sur son clavier il fait genre, c'est un bon début de ritournelle, mais ça ne donnera rien, il faudra que je travaille dessus. Donc vous voyez, l'intégralité des inventions musicales du groupe Queen sont en plus traitées par-dessus la jambe, comme si c'était un étrange hasard, ils s'étaient touchés par la grâce divine, la grâce divine, je ne voulais pas dire par la grâce divine, la grâce divine, et ainsi tout ce qu'ils ont trouvé, ils l'ont en quelque sorte improvisé, que vous devez ensuite croire que oui, bien entendu, quand Freddie Mercury a posé le pied sur la scène pour la première fois, il s'en est pas trop bien sorti, parce qu'il savait pas comment faire fonctionner le pied d'un micro, si c'est pas rigolo, mais il a improvisé une chanson qui sera un de leurs plus grands hits, qui était bien entendu Keep Yourself Alive et des choses comme ça, et que c'est absolument improbable. À quel point pense-t-on que je suis stupide? À quel point pense-t-on que vous êtes stupide face à tout ce que vous comprenez du groupe Queen? Et que voilà, un jour, il était au téléphone, c'est là qu'il a découvert sa sexualité, parce que c'est quelque chose de très sérieux, on va le traiter par-dessus la jambe, parce que l'intégralité de tout ceci est genre comme un dessin de cartoon, et vous dites, il était là, ah oui Mary, je suis toujours hétérosexuel, c'est tellement beau d'être ici je pense que nous sommes dans le Sussex, ou dans les sexes, c'est quelque chose qui finit par sexe, en tout cas. Et donc, ce que je sais, c'est que je t'aime profondément, et alors, il y a un type qui passe, et c'est genre, un camionneur, un conducteur de camion, un conducteur de poids lourd, mais c'est genre le camionneur des Village People. Si les Village People avaient un camionneur, ce serait lui, et le type, il leur passe comme ça, il fait genre... Vous entendez limite genre... Ah dans la bande-son, et le type fait... Mary, je t'aime, plus que tout, plus que le soleil, mais je te laisse... Puis après, il se retourne, il fait « Scooby-Doo, allons voir ce qui se passe dans les toilettes des hommes. » Et donc, voilà, je veux dire, c'est ce niveau-là de choses. Hein. La dualité de sa sexualité liée à une idée très simple qu'il se pensait sexuel, certes hétérosexuel, non, bisexuel peut-être, et sa petite amie, il fait « Non, Freddy, mais enfin, je vois bien comment tu regardes les hommes. Tu es gay. » Il fait « Mais c'est possible, je suis quelqu'un de... naturellement charismatique et très très amusant, peut-être que je suis gay. Non, je veux dire gay dans le sens good as you, je pense. C'est ça qu'on dit dans les universités anglaises et américaines où le titre a été à peine inventé, il y a quelque chose comme dans 3 ans ce sera inventé, il fait gay donc. Moi qui voulais dire que ça voulait dire grosse asperge you, maintenant je sais ça veut dire good as you. Ma vie va changer. Et ainsi, il fait tout le makeover gay où il a la super moustache, etc. Mais oh non, son impresario c'est un méchant gay, il va l'emmener dans les soirées du Munich où il va finir sidaïque. Puis après dans sa vie il rencontrera gentil gay, et gentil gay c'est quelqu'un avec un esprit nourricier qui va en quelque sorte faire de lui une meilleure personne, car, et je ne sais pas si vous le saviez mais vers la fin, parce qu'on est dans les spoilers, hein, après s'être engueulé avec son groupe et qu'ils ont dit oui, vous êtes tous des branleurs de second rang, vous ne seriez rien sans Freddie Mercury. Toi, tu serais astrophysicien, Brian, car tu es un génie, certes, mais tu n'es pas quelqu'un de très sympathique, tu as un sens de l'humour un peu sec, et Brian May, parce que Brian May est un super-héros dans ce film, bien entendu. Il n'a jamais levé la main, il n'a jamais haussé le ton, c'est quelqu'un de professionnel, avec l'épine dorsale d'un monde qui est en train de tourner à la vadrouille. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit vadrouille, ça ne veut rien dire, qui est en train de tourner à volo. Volo, le frère de Voltron. Donc l'intégralité de tout ceci se passe d'une certaine manière où vous êtes dans la superficialité. Il s'engueule une fois, mais c'est pas bien méchant. J'ai tendance à penser qu'un mec comme Freddie Mercury devait pouvoir s'engueuler avec une force de vitriol phénoménale, parce que bon bah voilà, il avait les qualités de ses faiblesses et les faiblesses de ses forces et des choses de cet ordre-là, comme l'inspecteur Morse. Et l'intégralité vous mène à oh non. Alors il a fait la fête au fucking Blue Boy quelque part à Munich, hein, vous savez, dans le monde des gays qui sont genre tous sapés comme les Village People, et il y a genre l'opérateur téléphonique des Village People, le type qui s'occupe de garder toutes les représentations des travaux particuliers, là, le pompier des Village People, le type qui travaille pour Interpol des Village People, il s'appelle Falco, et l'intégralité vous donne à réfléchir que oui, bon bah voilà,
on ne va pas très loin dans ce que c'est de tomber dans la luxure de la drogue, de l'expérimentation ultime, de ce que c'est sa sexualité à cette époque-là, dans un moment où on peut être caché pour être libre et libre pour être caché, et des choses comme ça. Bref, on vous en montrera pas grand-chose. Vous avez genre 1 ou 2 séquences avec des néons rouges et de la musique genre Super Freak et des choses comme ça. Vous savez, Rick James. Et que voilà, je veux dire, ça va pas très loin. Et alors même qu'il est en train de travailler sur les 2 albums solo qu'il a été payé $4 millions, ce qui est plus que l'intégralité de ce que le groupe Queen était payé pour faire sa musique, il se rend compte qu'il est en train de... ah non, il touche dans un mouchoir, il y a des petits morceaux de sang dedans. Alors il se dit, ah c'est pas bon, est-ce que je serais en train de devenir phthisique? Comment ça s'appelle? La phtisie, c'est la tuberculose. Serais-je tuberculeux? Alors, il va chez le médecin et... genre 2 ans avant qu'il ait appris qu'il avait le sida, il apprend qu'il a le sida, et ainsi il a survécu près de 6 ans de manière surnaturellement solide, alors même qu'il y avait des traitements qui n'existaient pas à l'époque réellement, mais qu'ils n'étaient pas réellement ceux que l'on a maintenant non plus, donc c'était pas la trithérapie, c'était pas des choses de ce niveau-là. Voilà, on est censé croire que Freddie Mercury était tellement une bête de scène qu'il est resté en vie par le pouvoir de sa propre volonté quelque chose comme 6 ans de suite. Ce qui n'est pas réellement probable, il me semble qu'il a appris qu'il était genre malade un peu après la réalisation de la musique de Highlander ou pendant, ce qui expliquerait aussi la profonde mélancolie d'une bande-son comme celui d'un film, qui est un film de KPDP réalisé dans les années 80, autant remarquer que donc, juste avant, il s'est dit, ah non les amis, on était une famille, n'est-ce pas? Et Brian May fait, mais oui, bien entendu, on est une famille, nous sommes tous tellement acceptants de ton mode de vie, on pense, bien entendu, qu'il est parfaitement normal que t'aies largué ta petite amie avec qui tu voulais te marier pour te taper des centaines de gars à Munich, mais bien entendu, évidemment, on t'aime, Freddy. Malgré tout ce que les sources historiques peuvent dire, on n'a jamais eu une forme de tension dans le groupe et on s'aime, car on est une famille. Il fait, ah, si vous pouviez me réaccepter dans la famille dont j'ai bien besoin, car c'est parce que vous n'étiez pas là que je me suis perdu dans les terribles, la drogue, le sexe, la prostitution, le méchant gay, qui était un impresario du groupe, et que vous aviez raison, on aurait dû le virer plus tôt. Il fait, mais évidemment qu'on avait raison, on avait tous raison, mais maintenant que t'es de retour, plus de chichi, on va juste s'occuper de la musique. Et un type fait, vous savez qu'il y a Live Aid, et les gens ils font, c'est quoi Live Aid? Ben, c'est un truc, on va sauver l'Afrique. Ils font, on va sauver l'Afrique! Alors il y avait tous les grands groupes qui se sont réunis, mais c'est un truc qui est un peu trop jeune pour vous, parce que moi on m'en a bassiné pendant toute ma vie, qu'on avait à une époque pendant un seul concert, sauver l'Afrique. D'ailleurs, l'Afrique va très bien de nos jours grâce à ce concert. Elle n'a jamais plus eu besoin de quoi que ce soit, l'Afrique. Grâce aux efforts redoublés d'un truc qui s'appelait Live Aid, où il y avait George Michael de Wham, il y avait Wham en quelque sorte, il y avait Duran Duran, il y avait Elton John, un type qui chantait Tears for Fears, des types qui chantaient Money for Nothing dans le nom m'échappe, il y avait Spinal Tap, il y avait tout le monde, il y avait Hall & Notes, ils étaient évidemment sur la côte est des États-Unis parce que c'est Hall & Notes, et qu'ils ont fait l'une des pires performances de l'histoire de l'humanité dans un truc live télévisé, mais que de l'autre côté, Queen, ils ont travaillé, ils ont pris 2 semaines, alors Freddie Mercury est genre la 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 la. Et oh non, il a perdu sa voix parce que vous voyez, il a été trop à faire des choses dans la chose de l'homosexualité à Munich, il est en train de perdre sa voix, il fait, écoutez-moi les enfants, je suis triste de vous le dire, mais j'ai le sida et laissez-moi 2-3 semaines, je vais prendre du thé d'acacia avec du bon miel et ma voix ça ira, et pour le reste de ma vie, les enfants, non, ne soyez pas tristes, je ne suis pas triste, je suis un super-héros, je suis comme Lupin III, et je suis ici, je vais vous dire ceci. Pour le reste de ma vie, on partage tout à 25%, car c'est ça notre nouveau contrat. Si c'est ça qu'il faut faire, on fera ça et ça va être super. Oh ouais, ça va être super. Et ensuite, 2 semaines plus tard, ils ont donné la meilleure performance de l'histoire de l'humanité, qui est ici représentée par les gens qui sont dans le groupe, hein. C'est-à-dire qu'ils se sont donné un défi de l'Ultimate Lip Sync, les battles, et que c'est ça qu'ils ont. Donc vous avez Rami Malek dans le personnage d'Until Dawn, dans le rôle de Freddie Mercury, Lucy Boynton dans le rôle de Mary, la petite amie qui a dit à Freddie que sa sexualité c'était pas d'être bisexuel, non, c'était d'être homosexuel, gay en quelque sorte, celle qui a décidé pour lui, c'est une évidence. C'est comme ça que ça fonctionne en quelque sorte. Gwilym Lee dans le rôle de Brian May, Ben Hardy dans le rôle de Roger Taylor, il était dans EastEnders, c'est un homme qui est bien entendu un des protégés mignons et particulièrement cut dans le domaine des abdominaux de Bryan Singer, il a travaillé dans EastEnders, et de l'autre côté vous avez Joseph Massallo dans le rôle de l'homme qui était à une époque, vous savez, l'enfant dans Jurassic Park, mais que maintenant il est John Deacon, l'homme qui a le plus de respect pour Freddie Mercury, tant et si bien qu'il a pris sa retraite en 1993, ou en 1993, ou en 94, donc, après avoir fini les concerts qui étaient caritatifs pour la fondation Freddie Mercury, celle qui se bat contre le sida. D'ailleurs, c'est une bonne fondation. Donnez-leur le prix de ce billet que vous étiez censé vous payer, car tout ceci sera sur Netflix un jour. Réfléchissez-y, les enfants. Et donc, l'intégralité de ce que vous avez ici, c'est donc une belle performance de Lip Sync Battle. Ils sont visiblement très fans de
de la série avec LL Cool J, et tout le monde est genre, ok, toi tu fais ton Brian May, le mec là genre, parce que Brian May avait toujours l'air d'être perdu dans ses solos, genre il réfléchit, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe, et je calcule la quadrature du cercle, si je fais ceci, alors la théorie de la string theory fait que ceci va faire alors je remonte jusque là, et nanani, nanana. Et donc tout le monde est très doué dans le fait de faire semblant de jouer de la musique, mais bon, c'est soirée karaoké, hein, c'est d'une manière assez simple ça dont on pourrait dire, et l'intégralité dans un truc qui est d'une superficialité dans ce que c'est censé vous expliquer de la vie de Freddie Mercury, qui me fait penser que pour ce prix-là, vous pourriez probablement regarder la magnifique performance live aid de Queen qui a été réalisée en 85 à Wembley, et vous pourriez probablement regarder l'un ou l'autre documentaire sur la manière dont ces gens ont existé avant d'être soudain magnifiés par un film qui fait l'anthologie de leur légendaire création dans le domaine musical. J'ai déjà oublié ce que j'avais dit au début de la vidéo, toujours est-il que voilà. C'est pas un film qui est une merde totale, hein, faut pas penser ça, mais c'est vraiment un film médiocre qui essaye de tirer une histoire tout public d'une histoire qui était tout sauf tout public, voilà, parce que la vie de Freddie Mercury doit avoir un petit peu de sordide pour arriver aux hauteurs de sa création presque totalement angélique. Et il faut savoir que c'était ça que voulait faire l'autre personne qu'il s'était payé il y a quelque chose comme 6 ou 7 ans pour jouer, vous savez, le rôle de Freddie Mercury, Sacha Baron Cohen, aussi étrange ça puisse paraître. Sacha Baron Cohen voulait être Freddie Mercury parce que c'est un fan de Queen. En plus, c'est un mec, il est parfait, je veux dire, il a les grandes dents, et il ressemble un peu au personnage. Il sait faire l'effort de se grimer pour ressembler à un autre type. Pensez à Borat, pensez aux autres films qu'il a fait dans le bon, du Dictateur, c'était pas le meilleur film qui s'appelle Le Dictateur, mais il a essayé de faire un film qui s'appelle Le Dictateur, et qu'en plus, lui, il comprend très bien ce que c'est d'être tiraillé par une culture et une autre pour en faire une synthèse en soi. Il faut se dire que le mec est Alidji d'un côté, puis après il est un bon juif pratiquant de l'autre côté qui respecte l'intégralité des lois du Shabbat et qu'il sait cependant aussi suivre le Talmud, même les choses qui se contredisent entre elles, et que cependant c'est l'un des plus audacieux et les plus novateurs humoristes anglophones et plutôt même britanniques qui existent actuellement sur notre planète. Tout ça, la tradition et la modernité, et c'est aussi ça qu'il est devenu Farrokh Bulsara, une synthèse de la tradition et de la modernité. Voilà. Est-ce que je peux conseiller ce film? Non! Alors je vous conseillerais plutôt de regarder Flash Gordon, qui est actuellement disponible partout sur internet moins cher qu'un ticket pour aller voir ce film qui s'appelle Bohemian Rhapsody, et vous pourriez probablement aussi regarder Highlander, car ici, et c'est là qu'on en arrive au stade où je suis en train de refaire la fin du film car j'avais une meilleure fin de film dans ma tête. C'est un truc d'ailleurs que la plupart des gens qui font des critiques de films ont heurté, disons, une bonne idée pour la fin du film. Et alors mon idée pour la fin du film, c'est, on fait le truc de ouais, live aid, etc., etc., et alors les gens ils se retournent vers Freddy, ils font, alors j'ai entendu parler d'un film, on pourrait travailler dessus, il paye fort bien. Et alors Freddy fait, c'est de quoi dont il est question? Et après il fait, c'est l'histoire d'un mec, hein, s'il décapite des gens, il peut vivre pour toujours. Et alors Freddy se retourne vers la caméra et fait, mais qui veut vivre forever? Oh, ce serait le bon titre d'une chanson. Alors vous êtes là, Who wants to live forever? Et vous avez votre générique de fin à la Highlander, etc., etc., et tout le monde est genre, à pleurer dans la salle, parce qu'évidemment, oh oui, Freddie Mercury, mais tu as réussi à vivre forever, parce que nanani, nanana, t'es immortalisé par ta musique, et que, ah, les chandelles, qui brûlent 2 fois plus, brûlent 2 fois moins, et des choses de cet ordre-là. Donc, mon avis sur tout ceci, c'est que c'est un film dispensable, mais sympathique, qui, dans la grande tradition des films Scooby-Doo de James Gunn, tente de faire d'un sujet particulièrement osé quelque chose de réellement saccharine, et que ça n'a pas réellement d'intérêt, mais si vous êtes fan de Freddie Mercury, bah vous prendrez plaisir à voir des gens faire du lip-sync battle en mode karaoké sur les plus grands hits d'un groupe comme celui-ci, un groupe comme celui-ci que vous pouvez encore faire semblant d'aller voir en tournée, car vous savez, ils ont maintenant un simili-produit dans cette case-là, où il y a un nouveau gars qui fait semblant d'être Freddie, et que c'est un peu ça, hein, c'est que l'intégralité de la chose, c'est qu'on aurait probablement pu attendre quelque chose comme 20 ans de plus que Brian May et les autres soient morts, afin d'essayer de raconter l'histoire telle qu'elle peut être réaliste et vraie dans des sentiments crus et dans la réalité des choses, pas sordide pour autant, mais avec un niveau assez relatif de vérisimilitude et de véracité dans l'intégralité des trucs qui sont considérés. Parce que, à ce stade-ci, mais je veux dire, le film Almost Famous en français,
Et limite, un meilleur film sur ce que c'est les dynamiques d'un groupe qui a du mal à supporter les frasques de son chanteur particulier et que de l'autre côté, tout le monde voudrait arriver à composer des chansons qui seraient le single. Almost Famous, vous savez, avec le groupe Stillwater, il va vous faire expliquer l'intégralité de tout ceci avec plus de véracité, si ça c'est pas paradoxal, que ce film qui est censément un biopic sur la vie de Freddie Mercury. Voilà. Bon, petit spiel où on est censé parler aux gens. N'oubliez pas que si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous mettre un pouce vers le haut. Vous n'aimez pas, pouce vers le bas. Vous pouvez aussi nous dire si vous avez pensé que tout ceci était une horreur, bubblegum, particulièrement saccharine, ou si au contraire vous avez été profondément ému par cet effort de synthèse qui a été réalisé autour de la vie de Freddie Mercury par Bryan Singer. Vous pouvez aussi bien entendu vous abonner ou ne pas vous abonner. Et je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo. Voilà, c'était tout pour cet épisode-ci d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous rappelle, Critique en cinéma.